Plus le temps passe et plus de nouvelles maladies font leur apparition, sans compter que celles qui existent déjà ne cessent de toucher de plus en plus de personnes. Le syndrome de l'intestin irritable, l'endométriose, le cancer sont des maladies qui ne cessent de se multiplier. Il arrive même qu'aucune de ces maladies ne soit diagnostiquée malgré le fait que les symptômes sont bel et bien là. Douleur au ventre, problèmes de digestion, fatigue, ventre ultra gonflé et j'en passe. Aujourd'hui, on sait de manière certaine que notre alimentation joue un rôle majeur dans le développement de ces maladies. Et l'alimentation anti-inflammatoire serait l'une des clés pour éliminer tout risque d'en développer une ou encore d'éviter qu'elle ne s'aggrave si vous en êtes déjà atteint. En gros, elle serait réellement bénéfique, voire miraculeuse d'après certains témoignages pour la santé de quiconque. Qu'est-ce que l'alimentation anti-inflammatoire? Dans quel cas peut-elle être bénéfique? Étant donné qu'en ce moment on entend énormément parler de ce concept, je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo pour mettre les choses au clair. À la base, l'inflammation est une réaction tout à fait naturelle de l'organisme. En effet, lorsqu'il est attaqué par des agents pathogènes, c'est-à-dire un élément capable d'engendrer une maladie ou une lésion, il va créer une petite inflammation dans le but de se défendre. En gros, c'est la façon dont votre corps se protège contre les infections, les maladies ou les blessures. Par exemple, si vous vous brûlez, votre organisme va libérer des cellules inflammatoires qui ont pour but de réparer les tissus du corps endommagés. Alors là, on va parler d'une inflammation aiguë. Donc pourquoi empêcher cette inflammation si elle est nécessaire à la survie de l'organisme? Eh bien, dans certains cas, la réponse inflammatoire de l'organisme peut en fait se détraquer, attaquant des tissus sains de manière répétée et injustifiée. Là, on va parler d'une inflammation chronique et le plus souvent, cette inflammation n'est pas déclenchée par une blessure ou une infection, mais par d'autres éléments tels que la génétique en premier lieu. En effet, lorsqu'on analyse les gènes de plusieurs personnes ayant une maladie inflammatoire, on va retrouver des points communs. À cela s'ajoute également une composante environnementale. En gros, ce sont toutes les actions sur lesquelles vous pouvez avoir une influence, telles que le stress, les médicaments et surtout l'alimentation. Puisqu'en effet, lorsque vous consommez un aliment, il va faire tout un trajet dans votre corps jusqu'à arriver à votre intestin et c'est là que tout va se jouer. À ce moment-là, il a le choix entre deux options. Absorber les composantes que vous venez de lui apporter ou bien les rejeter aux toilettes. Les fibres par exemple sont des composantes qui sont systématiquement rejetées aux toilettes puisque l'intestin n'est pas capable de les digérer. Mais parfois il arrive que certaines composantes qui normalement devraient être rejetées aux toilettes passent la barrière intestinale et se retrouvent mélangées au sang. Et on estime que 70% des cellules immunitaires du corps sont produites dans l'intestin, dont des molécules qui sont pro-inflammatoires ou anti-inflammatoire. Donc ce n'est pas la composante en soi qui pose problème, mais le fait qu'elle se retrouve dans un milieu dans lequel elle ne devrait pas être. Donc si votre intestin n'est pas suffisamment perméable, vous risquez des inflammations à répétition, ce qui est bien évidemment anormal. Et quand on compare le microbiote d'une personne ayant une maladie inflammatoire avec celui d'une personne n'en ayant pas, on constate bien qu'il y a des différences. Par contre, pour l'endométriose, c'est un petit peu différent, puisque ce sont certaines cellules de l'endomètre qui se retrouvent anormalement éjectées de l'utérus au lieu d'être évacuées par les règles, ce qui va créer une inflammation. Maintenant qu'on sait qu'il n'y a pas qu'une seule cause à ces maladies, mais plusieurs, on peut se demander à quel point notre alimentation peut faire la différence. Le problème avec les études dans le domaine de la nutrition, c'est qu'elles sont généralement pas très fiables, puisqu'en effet, il y a très souvent des facteurs confondants, c'est-à-dire des éléments qui viennent fausser les résultats. Imaginons qu'on veuille analyser quel régime fonctionne le mieux entre un qui est faible en lipides et un qui est faible en glucides à calories égales. Partons du principe qu'un des deux s'est avéré être plus efficace. Comment peut-on être certain que les personnes ayant perdu du poids
depuis qu'elles ont fait ce régime, ont maigri grâce à celui-ci? Est-ce que c'est pas plutôt parce qu'elles étaient davantage debout, parce qu'elles faisaient des séances plus intenses, etc., etc. Ce qui a largement pu impacter les résultats. Et il est impossible, malheureusement, de tout contrôler dans ce genre d'études, à moins d'enfermer des gens dans une cage et de contrôler chacun de leurs faits et gestes. Mais malgré tout, il semble quand même y avoir une constante dans l'alimentation des personnes ayant une maladie inflammatoire. Souvent, ce sont des personnes qui ont une alimentation déjà trop acidifiante et donc pas assez basifiante, c'est-à-dire qu'elles consomment trop de protéines et pas assez de fruits, de légumes, etc. Peut-être qu'à ce moment de la vidéo, vous vous dites « Ok, j'ai qu'à arrêter la viande et manger plus de fruits et légumes ». Eh ben non, malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment si ce sont ces aliments qui provoquent une maladie inflammatoire ou bien si c'est simplement que le corps surréagit lorsque vous consommez ces aliments parce que vous aviez déjà cette maladie avant. Même si certaines études ont démontré les bénéfices d'une alimentation plus végétale chez les personnes ayant une maladie inflammatoire, ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement éviter celle-ci si vous n'en avez pas encore développé une. Surtout si vous avez une prédisposition génétique. Ça dit, il est clair qu'en faisant quelques petites concessions, vous limiterez les risques. Puisqu'effectivement, adopter une alimentation plus anti-inflammatoire et pas complètement anti-inflammatoire, attention, aiderait probablement à avoir un microbiote plus sain. Cela dit, sachez quand même que le microbiote se détermine principalement avant 2 ans. Et si vous êtes né par césarienne et que vous n'avez pas été nourri au sein, et ben malheureusement, vous êtes beaucoup moins paré qu'une personne née par voie basse qui a été allaitée. Alors maintenant, de quoi se compose l'alimentation anti-inflammatoire? Lorsqu'on analyse ce type d'alimentation, on constate qu'elle est un peu ancestrale, basée sur le régime paléo. Alors bien entendu, j'utilise le mot régime pour simplement désigner un mode alimentaire et pas un régime au sens restrictif. Donc premièrement, un des principes fondamentaux de ce régime est d'éliminer les aliments à index glycémique élevé. Ce qui veut dire plus de pain, plus de riz, plus de sucre raffiné, etc. Et pourquoi? Eh bien parce qu'ils augmentent la quantité de sucre dans le sang, ce qui peut provoquer une hyperglycémie. Et cette hyperglycémie peut donner naissance à des AGE qui sont des composés néfastes pour l'organisme. Et pour faire très simple, les AGE sont une combinaison de sucre et de protéines qui provoque une réaction inflammatoire. Par ailleurs, il faut aussi savoir que la consommation excessive d'aliments à IG élevé favorise le surpoids qui lui-même peut provoquer un diabète de type 2 qui est une maladie inflammatoire. Mais attention, parce que si les aliments à IG élevé favorisent le surpoids, c'est simplement parce qu'il est beaucoup plus facile d'en abuser. Manger 500 calories de bonbons, c'est très facile. Par contre, manger 500 calories de courgettes, ça l'est un peu moins. Mais rassurez-vous, vous n'allez pas prendre plus de poids si vous mangez 100 calories de bonbons que si vous mangez 100 calories de courgettes, puisque ça reste 100 calories justement. De plus, ça n'est pas parce que vous mangez des aliments à IG élevé que votre glycémie va nécessairement exploser. Il existe plein de moyens très simples de limiter cette hausse excessive de la glycémie, notamment en mangeant des fibres, des protéines et des lipides en même temps que vous mangez un aliment à IG élevé. Donc retenez bien que ce ne sont pas les aliments à IG élevé en tant que tels qui provoquent une réaction inflammatoire, mais bien le pic de glycémie qu'il peut y avoir. Et c'est là toute la différence. Alors, deuxième règle de l'alimentation anti-inflammatoire est d'arrêter de consommer des produits laitiers. Sauf qu'aujourd'hui, aucune étude n'a démontré de manière certaine qu'ils augmentaient l'inflammation. Il s'avère même qu'ils auraient un effet anti-inflammatoire pour les personnes n'ayant pas d'allergie à cet aliment, qu'on soit d'accord. Et si ça vous intéresse, vous trouverez le lien de cette étude en description. Surtout que le lait contient beaucoup de nutriments intéressants comme de la vitamine D, de la vitamine B12, du calcium, etc. qui sont des nutriments indispensables. Ce qui veut absolument pas dire qu'il est indispensable de consommer du lait, attention, mais simplement qu'il est nécessaire d'avoir ces nutriments dans votre régime, que ce soit par le biais du lait ou d'autres aliments. Simplement, l'avantage avec les produits laitiers est que généralement ces nutriments sont présents dans des quantités assez importantes. Donc il serait dommage de vous priver de fromage, de yaourt ou je ne sais quoi si vous aimez ça et que vous n'êtes pas allergique. Donc même si a priori le fait de supprimer les produits laitiers n'apporte aucun bienfait, ça n'est pas forcément néfaste de le faire pour autant. Par contre, il y a une autre règle qu'impose l'alimentation anti-inflammatoire qui, elle,
elle peut être délétère pour votre santé. Il est nécessaire d'éviter, voire d'éliminer les oméga 6 car ils seraient pro-inflammatoires. Ce qui est totalement vrai, mais laissez-moi quand même apporter quelques nuances. Sachez qu'il existe 3 types de graisses. Les graisses trans que l'on retrouve essentiellement dans la margarine, les huiles de friture, les aliments ultra transformés, etc. Les graisses saturées que l'on retrouve principalement dans les produits d'origine animale et enfin les graisses insaturées que l'on retrouve en majorité dans les huiles végétales, les poissons, etc. Et dans les graisses insaturées, on a plusieurs sous-catégories, les oméga 3, 6 et 9. Vous avez peut-être jamais trop entendu parler des oméga 9 parce que ce ne sont pas des acides gras dits essentiels. Autrement dit, le corps peut lui-même les fabriquer à partir d'autres acides gras. Par contre, les oméga 3 et 6 sont essentiels. Et il s'avère que les oméga 3 sont anti-inflammatoires alors que les 6 sont pro-inflammatoires. Mais même s'ils le sont, comme vous l'avez compris, vous avez plutôt intérêt à ne pas les éliminer totalement puisqu'ils sont indispensables pour le bon fonctionnement de votre organisme. Et de toute façon, je vais vous dire, ça serait quasiment impossible de les éliminer complètement puisqu'on les retrouve absolument partout. Dans de plus ou moins grandes quantités certes, mais ça reste impossible de les bannir complètement. Par contre, et ça c'est très important, nous avons tendance à consommer trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Alors que pour avoir une alimentation dite équilibrée, il faudrait idéalement consommer la même quantité des deux. Car s'il y a un déséquilibre, votre sang risque de coaguler, c'est-à-dire qu'il peut s'épaissir un petit peu jusqu'à former des caillots. Mais bien entendu, on est d'accord, ce phénomène se produit uniquement lorsque le déséquilibre est énorme et ce pendant très longtemps. Sinon, je peux vous assurer que la majorité de la population aurait du souci à se faire puisqu'en moyenne, on consomme 15 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Maintenant, on passe à une autre règle de l'alimentation anti-inflammatoire qui est celle d'éliminer le gluten. C'est une des bases de l'alimentation anti-inflammatoire étant donné que le gluten augmenterait la perméabilité intestinale. En gros, si vous consommez trop de gluten, vous allez endommager votre barrière intestinale et donc laisser passer des nutriments qui ne devraient pas se retrouver mélangés au sang. Sauf qu'encore une fois, aucune étude n'a démontré avec certitude cela. Toutefois, il est clair que les personnes ayant la maladie cœliaque qui est l'allergie au gluten ont une mauvaise barrière intestinale. Et dans ce cas-là, il n'y a rien à faire à part éviter le plus possible le gluten. En fait, si plein de gens constatent des améliorations avec l'alimentation sans gluten, c'est pour plein d'autres raisons qu'à mon avis, vous ne soupçonnez pas du tout. Mais j'ai déjà parlé de ces mécanismes psychologiques dans une vidéo, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais si ça vous intéresse, vous trouverez le lien en description. Malheureusement, les médecins manquent de connaissances à ce jour dans le domaine de la nutrition parce que c'est une science assez nouvelle qui évolue très rapidement. A priori, certaines études ont démontré que l'alimentation anti-inflammatoire semblerait être bénéfique chez les personnes présentant une maladie inflammatoire telle que l'endométriose, la polyarthrite rhumatoïde, le cancer, etc. Mais on ne peut pas affirmer que ces améliorations sont dues à la diminution des aliments anti-inflammatoires en soi pour toutes les raisons que je vous ai exposées, puisque cette amélioration peut tout à fait être provoquée par le simple fait de manger beaucoup de fruits, de légumes, ou bien d'aliments complets. Et là encore, on n'est pas sûr, puisque d'après certains youtubeurs, il faudrait éliminer toutes les céréales dans l'alimentation anti-inflammatoire, alors que la plupart des sites internet préconisent fortement d'en consommer. Donc bonjour les contradictions, je peux clairement comprendre que vous soyez complètement paumé à ce sujet. En fait, il est difficile de dire si un aliment à lui seul peut augmenter l'inflammation. C'est plutôt l'alimentation globale qui peut avoir cet effet. Et en général, l'inflammation est causée par plusieurs facteurs, notamment le stress qui peut justement être généré par ce type d'alimentation très restrictive. Car il ne faut pas oublier que l'aspect psychologique est très relié au microbiote et aux maladies. Donc est-ce que ça vaut le coup d'essayer une alimentation qui risque de vous couper de toute vie sociale ? Ben, je suis pas sûre. Dans tous les cas, si vous souhaitez essayer cette méthode, je vous conseille toujours de faire le ratio risque-bénéfice. Par exemple, même si a priori la viande serait pro-inflammatoire, est-ce que vous aurez nécessairement plus à y gagner en la supprimant ? Parce que si vous faites ce choix, vous allez aussi vous priver d'un tas de nutriments intéressants qu'elle contient, dont des acides aminés essentiels, du fer, etc. Si vous la remplacez par des légumineuses, c'est bien. Mais si vous la remplacez par des conneries de nuggets vegan à base de pois bourrés d'additifs, vous aurez certainement plus à y perdre. Par contre, ce dont il est certain, c'est qu'avoir une alimentation plus équilibrée est très important pour votre santé. Et ça, on ne le remet absolument pas en question. Et avoir une alimentation équilibrée, ça n'est peut-être pas
avoir une alimentation anti-inflammatoire justement. Du moins, pas si vous n'avez aucune prédisposition génétique à en développer une. La plupart des gens ont déjà du mal à manger équilibré, alors manger anti-inflammatoire toute sa vie me paraît presque être mission impossible. Ce que je vous conseille avant d'essayer cette méthode, si jamais c'est ce que vous souhaitez, c'est de consommer beaucoup de fruits, de légumes, des œufs, un petit peu de produits laitiers, un petit peu de viande, des céréales complètes et bien entendu un petit peu d'aliments transformés de temps en temps parce que comme moi, je pense que vous avez besoin de vous faire un petit peu plaisir de temps en temps, il faut pas déconner, il faut vivre aussi. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que vous devrez toujours avoir un peu d'aliments pro-inflammatoires dans votre alimentation puisqu'il est essentiel de consommer des oméga 6. Donc oui, je pense clairement que l'alimentation anti-inflammatoire est surcotée et avant tout un phénomène de mode avec un bel effet placebo pour couronner le tout. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite, ciao.